Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les relations tendues entre le Canada et la Chine, l'impact de l'invasion russe en Ukraine, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, autant d'événements récents qui ont mis en lumière des vulnérabilités du Canada, particulièrement en Arctique. La ministre des Affaires étrangères propose une stratégie diplomatique pour mieux défendre les intérêts canadiens dans cette région, devenue au fil des ans un secteur névralgique, tant d'un point de vue énergétique que militaire. Quels sont les défis de cette vaste région du pays? Comment une approche diplomatique peut-elle faire la différence? J'en ai discuté avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Mélanie Joly, bonjour. Bonjour. Ministre des Affaires étrangères, vous avez présenté vendredi votre plan de politique étrangère de l'Arctique, qui inclut de nouveaux ambassadeurs, la volonté de travailler plus étroitement avec les partenaires dans l'Arctique. Qu'est-ce que ça change, une approche diplomatique en Arctique? Bien, je pense que pendant longtemps, les pays de l'Arctique, incluant le Canada, donc on est 8 pays, la Russie, les pays scandinaves, les États-Unis et nous, on avait une vision d'avoir l'Arctique comme une région à tension très basse. Mais ça a changé. Ça a changé et le Canada, pour la première fois, vient vraiment de changer son approche. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit présentement, c'est que la Russie, à travers sa guerre illégale contre l'Ukraine, investit beaucoup de ressources. Et elle a besoin d'aide dans ce contexte-là. Et elle se tourne vers qui? Elle se tourne vers la Chine. Et elle permet à la Chine d'être beaucoup plus présente en Arctique. Et là, récemment, ils ont commencé à faire des opérations militaires conjointes ensemble, avoir leur garde côtière aussi travailler ensemble. Et donc, elle permet à la Chine de réaliser son objectif qu'elle avait mis sur la table depuis longtemps, qui est essentiellement d'avoir un rôle important en Arctique. Et pourquoi c'est important pour la Chine? C'est qu'au fur et à mesure où on voit les effets des changements climatiques et que les glaces fondent en Arctique, bien, le passage le plus rapide au niveau maritime entre l'Asie et l'Europe devient l'Arctique. Et donc, c'est une question économique, mais c'est une question aussi stratégique et essentiellement militaire. Qu'est-ce que ça change dans le concret d'avoir un ambassadeur à Anchorage puis d'avoir un consul à Nuuk? J'ai de la difficulté à comprendre ce que ça va changer dans la vie de tous les jours, d'avoir une représentation supplémentaire. J'ai pas l'impression que la Russie va avoir peur de ça. Il y a deux choses. Premièrement, au niveau militaire, lorsqu'on a présenté notre stratégie de défense, on a dit pour la première fois depuis des décennies qu'on allait investir plus que jamais en défense, mais qu'on allait investir dans l'Arctique. La dernière fois où on a vu une course vers la militarisation de l'Arctique, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on investit plus que jamais, puis on sait qu'on a des pressions pour investir plus en défense. Et alors qu'on va faire notre travail au sein de l'OTAN, ce qu'on dit, c'est que là, on va investir chez nous. On va investir en Arctique. L'autre chose, c'est que pendant longtemps, les peuples autochtones, particulièrement les Inuits, ont été utilisés pour les fins du gouvernement fédéral, les fins du gouvernement canadien, comme une façon d'assurer notre souveraineté. Même des communautés entières ont été bougées de force à l'époque pour être sûr qu'il y avait du monde qui vivait en Arctique. Et là, ce qu'on a fait, c'est que, alors qu'on sait que ces communautés-là aussi peuvent être vulnérables à des tentatives d'ingérence étrangère par d'autres pays qui voudraient essentiellement utiliser leur doléance contre le gouvernement, ce qu'on fait, c'est qu'on change l'approche. On dit, nous, là, les Inuits, les peuples autochtones, on veut travailler avec eux. On veut co-développer notre approche. On veut développer des liens pour qu'eux-mêmes aient plus de liens avec les Inuits et les peuples autochtones et les personnes du Nord en Alaska, avec les Inuits qui sont au Groenland, avec aussi ceux parce que parfois, ils ont des contacts avec les gens qui sont en Russie. Et donc, c'est pour ça qu'on augmente notre approche qu'on appelle nord au nord. Et donc, c'est pour ça qu'avoir un consulat à Anchorage, aux États-Unis, en Alaska, un consulat au Groenland et aussi avoir un ambassadeur de l'Arctique, ça va beaucoup nous aider. Qu'est-ce que ça change, cette approche-là, pour les États-Unis? Les États-Unis, depuis longtemps, sont préoccupés par la défense de l'Arctique, mais en même temps, les États-Unis sont aux prises avec plusieurs conflits dans le monde. Et ce qu'on voit présentement, c'est que tous les conflits que l'on voit en Europe, au Moyen-Orient, les tensions aussi en
Indo-Pacifique sont liés. Et l'Arctique devient peut-être pas l'endroit où les conflits vont commencer, mais devient un endroit où toutes les tensions géopolitiques sont ressenties. Et les États-Unis s'attendent à ce que le Canada fasse ce travail-là, d'avoir des yeux, des oreilles sur place. La gestion de la relation avec M. Trump par rapport entre le gouvernement canadien et la future administration Trump, quel rôle vous devriez jouer là-dedans? Moi, mon rôle, c'est d'être en contact avec le futur secrétaire d'État, qui est Marco Rubio. Marco Rubio, ça va être l'homme de confiance de Trump, qui est un sénateur extrêmement respecté du côté républicain et du côté démocrate, pour gérer toutes les crises géopolitiques. Est-ce que c'est un gros rôle? Est-ce que c'est un rôle... Parce que vous n'étiez pas au souper la semaine dernière, vous ne présidez pas le comité. Ça se campe comment, ce rôle-là? C'est un rôle très important parce que ça fait en sorte qu'on va gérer ensemble, alors que le Canada préside le G7 l'an prochain, les impacts géopolitiques sur les Américains et les Canadiens. C'est, pour moi, la relation avec les États-Unis, elle est existentielle pour le Canada. Mm-hmm. Et moi, mon boulot, c'est d'être capable, à travers mon ministère, d'aider tous mes collègues qui ont plein de conversations avec plusieurs de leurs homologues. Mais en même temps, mon boulot, c'est d'être capable de parler de l'Ukraine, du Moyen-Orient, des tensions avec la Chine, de Haïti, du Soudan, donc tout ce qu'on voit présentement qui se passe dans le monde. Et c'est donc une relation qui est très spécifique, mais c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'autres collègues qui travaillent sur cette relation américaine parce que le ministre Leblanc doit travailler sur la frontière avec son homologue, la ministre des Finances doit être capable de travailler avec son homologue sur les tarifs, etc. Est-ce qu'il devrait y avoir quelqu'un, il va y avoir un remaniement ministériel à venir, est-ce qu'il devrait y avoir quelqu'un qui gère cette relation-là, dont c'est le seul mandat? Absolument. Vous savez c'est qui? C'est le premier ministre. S'il y avait un poste pour gérer ça, le voudriez-vous? Moi, vous savez, j'aime beaucoup les différentes responsabilités qu'on m'incombe, mais je suis aussi réaliste. Parce que la ministre des Affaires étrangères, présentement, son rôle, ce n'est pas d'être nécessairement toujours au Canada, c'est d'être beaucoup dans le monde. Et donc, de travailler sur les questions liées à l'Ukraine, parce qu'on le sait que le président Trump veut régler le conflit, les questions liées au Moyen-Orient, parce qu'on sait que le président Trump veut régler le conflit, faire en sorte que le Canada puisse avoir un rôle important en Indo-Pacifique, parce qu'il y en va de notre sécurité nationale. Là, je viens de présenter une stratégie sur l'Arctique. Donc, la réalité de ma fonction, c'est aussi d'être beaucoup sur la route. Et donc, c'est pour ça que je suis contente que mes collègues puissent s'occuper aussi de leurs différents dossiers dans cette relation avec les États-Unis, puis qu'ultimement, le premier ministre s'attend à ce que je joue ce rôle-là, d'expliquer au monde entier aussi qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est aussi les attentes qu'on a par rapport à mon rôle. Mercredi dernier, pendant que vous étiez à l'OTAN, le New York Times a publié un article sur vous, en vous présentant comme une éventuelle prétendante au poste de chef libéral. Quand vous l'avez vu, cet article-là, vous avez pensé quoi? Bien, lorsqu'on m'a passé en entrevue au mois de juillet dernier, on m'avait posé des questions concernant le leadership, parce que c'était ça, ultimement, ça a été ça le titre. Puis j'ai donné la même réponse que lorsqu'on me pose la question ici, c'est que le premier ministre peut compter sur mon appui à 100 %. Mais M. Trudeau, son leadership, a été malmené au cours des derniers mois. Et quand un article comme ça sort dans l'espace public, vous savez ce que ça suscite. Bien, le New York Times nous a appelé mon équipe. J'imagine que c'est en lien avec le travail que je fais beaucoup avec l'administration américaine présentement. Donc, c'est comme ça qu'ils ont entendu parler du travail qu'on faisait. Et du reste, moi, ça ne change rien à ma façon de travailler tous les jours, qui est essentiellement de soutenir le premier ministre. Avez-vous parlé au premier ministre depuis? Bien, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore parce que j'étais partie toute la semaine. Mais je vais le voir au cabinet la semaine prochaine. Mélanie Joly, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.